Et il m'a demandé de modérer le panel de ce jour qui porte principalement sur le changement climatique dans le cadre de ce salon. Je voudrais d'entrée de jeu essayer de fixer un peu le cadre en précisant que lorsqu'on parle de changement climatique, on essaie de voir un climat qui est perturbé. Mais on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire face à ce climat. En même temps, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vivre avec ce climat qui est déjà perturbé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire, on va dire, le climat qui est en train de changer? On appelle généralement ça atténuation du changement climatique, mitigation. Donc, alors que lorsque on parle de comment est-ce qu'on vit avec le climat, on parle d'adaptation au changement climatique. Donc, dans le cadre de cet atelier, nous avons un salon, on va dire, d'immobilier. Et nous savons que l'immobilier est généralement fait de biomasse. Et cette biomasse-là, posez-vous la question toujours de savoir d'où est-ce qu'elle sort. Elle sort probablement parfois, on va dire, des forêts. Et on sait que la déforestation peut avoir un rôle, on va dire, dans les changements climatiques. De l'autre côté, comme c'est du matériel qui est en bois, elle peut aussi subir l'influence du climat, si ce n'est pas bien traité. Bon, donc, chaque fois, gardons toujours à l'esprit, on va dire, ces deux aspects. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire le climat, réduire en fait les changements climatiques, et comment est-ce qu'on vit avec le climat qu'on a déjà? Bon, nous avons la chance, on va dire, dans ce panel, d'avoir la représentation des institutions et interinstitutions. Je vais d'abord commencer par la salle. Dans la salle, on va dire dans ce panel ici devant nous, nous avons le représentant du ministère des petites et moyennes entreprises, nous avons le ministère des forêts, et nous aurons probablement en ligne le ministère de l'Environnement. Donc on espère qu'il va pouvoir se joindre. De l'autre côté, nous avons un représentant, on va dire, du gouvernement du Grand-Bretagne. Nous avons Paul Sinister, qui est le conseiller au développement du DIFI. Je pense que c'est comme ça, il pourra se représenter, au moins il va faire sa présentation. Donc, nous allons d'abord les écouter, et ensuite nous allons prendre les questions d'éclaircissement. Donc, étant donné que nous avons des personnes qui sont en ligne, nous allons d'abord leur laisser la parole. Si nous sommes d'accord ici devant, donc nous leur laissons d'abord la parole. Comme ça, ils interviennent, s'ils sont tous là. Et ensuite, on prendra ceux qui sont présents ici dans le panel. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Paul de dérouler sa contribution dans le cadre de ce panel. Paul, si vous nous suivez, vous avez la parole. Vous m'entendez au moins? Oui, je souhaite également remercier les autorités camerounaises pour le coopérage et artisans féminins qui organisent cet événement, le Salon de l'Immobilier. Permettez-moi de commencer par une courte présentation de mon parcours. Je suis le conseiller en développement pour le Haut Commissariat britannique à Yaoundé, responsable de notre aide publique au développement au Cameroun. Avant ce poste, je travaillais au sein de notre division climat-environnement où j'ai géré notre travail sur le secteur privé. Je voudrais profiter de mon intervention pour vous faire part du contexte plus large dans lequel s'inscrit le salon et vous parler un peu du contexte mondial du changement climatique et en particulier d'un événement majeur, la COP26, qui aura lieu cette année en novembre à Glasgow au Royaume-Uni. Le fait que le changement climatique soit un problème majeur de notre époque est largement connu, mais l'architecture de la communauté internationale qui cherche à lutter contre le changement climatique est moins bien comprise. Je dis pas que la petite histoire commence dans les années 90, lorsque le changement climatique est devenu une préoccupation majeure des scientifiques et qu'au niveau politique, nous avons assisté à la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, CCNUCC, en 1992. Depuis cette période, les dirigeants politiques se réunissent chaque année représentant les pays signataires de la CCNUCC
dont le Royaume-Uni et le Cameroun. Ces réunions sont connues sous le nom de conférence des parties, donc en anglais Conference of Parties, d'où vient le COP. Et les réunions prennent la forme de négociations internationales approfondies ainsi que d'événements publics de grande envergure impliquant les médias et les célébrités. Le célèbre accord de Paris a été conclu lors de la COP 21 en 2015, donc la 21e réunion des pays. La COP 26 sera la 26e réunion des pays, au cours de laquelle ils chercheront à s'organiser pour l'action climatique. Les hôtes britanniques de la COP 26 considèrent qu'il y a 4 grandes priorités pour l'événement de novembre prochain. Il s'agit de, premièrement, l'atténuation. Pour limiter l'augmentation des températures résultant des émissions de gaz à effet de serre, les pays prendront des nouveaux engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Par exemple, la gestion durable de la forêt et la légalité du bois contribuent à atténuer les effets du changement climatique. Je vais y revenir. Deuxièmement, l'adaptation. Pour aider les communautés à s'adapter et à se préparer aux pires impacts du changement climatique, les pays s'engageant à déployer des efforts pour protéger les populations. Troisièmement, le financement. Pour aider les pays en développement en particulier à atteindre les objectifs d'adaptation et de nouveaux engagements en matière de financement climatique. Et finalement, la collaboration. Pour s'unir afin de soutenir diverses initiatives en faveur de l'action climatique, en étendant cet appel au-delà des gouvernements, au secteur privé et à la société civile. Il est clair que l'événement du salon est pertinent pour toutes ces priorités. Les forêts jouent un rôle essentiel dans l'atténuation du changement climatique, car elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et stockent le carbone. Leur gestion durable est essentielle pour atteindre notre objectif collectif de prévenir les dommages irréversibles à notre environnement. Les forêts sont également essentielles à l'adaptation au climat, car elles protègent les paysages locaux contre la dégradation de l'environnement qui peut résulter de l'augmentation des températures et de la modification du régime des précipitations. Les populations locales peuvent compter sur les produits forestiers non liés. Je laisserai mes collègues participants à cette discussion s'exprimer davantage, mais le travail que les artisans accomplissent lors de cet événement pour promouvoir le bois d'origine légale et durable est une contribution bienvenue à une lutte commune qui se déroule au niveau mondial. C'est un combat que le Royaume-Uni considère comme une priorité internationale majeure. Je terminerai donc en vous remerciant chaleureusement en nom de mon gouvernement pour tous vos efforts. L'action climatique à tous les niveaux est importante pour nous tous. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Ministère de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises. Ah, il est là. Non, forêt d'abord. Ah, ministère de Forêt, d'accord. Donc, là, au niveau de la technique, on fait comprendre que nous allons commencer par le ministère de la Forêt. Donc, je vais laisser la parole aux collègues du ministère des Forêts pour qu'ils puissent se présenter et puis qu'ils puissent nous dérouler sa présentation. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je préfère passer ma communication du groupe. Mettez bien le micro devant la bouche parce qu'ils ont du mal à entendre. Bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Yves Boucan, je suis en service à la direction des forêts. Je suis chargé par la hiérarchie, précisément le directeur des forêts, de passer une contribution du ministère à ce salon de l'immobilier Made in Cameroun. Ali. Ok. Je sais que je suis ingénieur de réseau forêt et le thème de l'exposé que je vais présenter porte sur l'impact des changements climatiques en lien avec la filière artisanale en passant par le concept de gestion durable des forêts.
Mon exposé sera déroulé suivant les articulations présentées. De manière sommaire, il sera question de présenter le concept de changement climatique, d'évoquer le rôle que les forêts jouent dans la lutte contre le changement climatique et l'impact qu'elles subissent, de donner un aperçu du contexte de la gestion forestière au Cameroun, quelques chiffres en termes de statistiques, d'aborder les aspects, les nouvelles approches de gestion que nous avons adoptées du côté du ministère des Forêts à la suite des différents engagements que nous avons pris au niveau international et puis de notre arsenal réglementaire et légal. Nous allons aussi évoquer les actions du ministère en faveur de la lutte contre les changements climatiques et puis établir un lien avec la filière artisanale et proposer et présenter les initiatives qui sont déjà entreprises dans le sens d'aider la filière à participer à la lutte contre les changements climatiques. Je ne vais pas trop m'étendre sur certains concepts parce que je pense que le modérateur ainsi que M. Paul ont quand même assez bien abordé la question, mais il faut dire que la tenue des différentes conférences des parties à la Convention des Nations Unies est la preuve que le changement climatique est une réalité. Lorsqu'on estime l'évolution du climat, des températures depuis l'ère industrielle, on est à 1,1 degré Celsius plus chaud. Et si bien est fait, la situation va aller en s'empirant. Les conséquences du changement climatique peuvent être perçues à différents niveaux. Ça peut être de par le réchauffement de certaines zones de la planète ou le refroidissement. Et cela ne saurait aller sans un certain nombre de perturbations, notamment en ce qui concerne le cycle de l'eau, la fréquence avec laquelle apparaissent de nouvelles maladies, les catastrophes, la disparition de la biodiversité, la baisse, on va dire quoi, la diminution des superficies émergées, etc. Alors, ce phénomène qui est appelé changement climatique a des causes. Et généralement, on lie ce changement du climat actuel à un effet de serre dit additionnel du fait de l'action de l'homme, particulièrement. Parce qu'il faut préciser en passant que le changement climatique est d'abord avant tout un phénomène naturel. Et c'est même grâce aux effets de serre que la vie est possible sur Terre. En réalité, naturellement, lorsque le Soleil voit ses les rayons solaires, la température de ces rayonnements-là avoisine très souvent les 6000 degrés Celsius. Vous comprenez que sans l'action de l'atmosphère, par exemple, la vie ne serait pas possible sur Terre. Et donc, une fois ces rayons arrivés au niveau de l'atmosphère, une partie traverse, une autre est réfléchie par la surface de la Terre et par les nuages. Celle qui est encaissée est convertie, est transformée en chaleur et réémise. Et une partie donc est absorbée par les différentes particules qui font partie de l'atmosphère et induisent donc un réchauffement de la Terre. Et c'est grâce à ce phénomène que nous avons une température moyenne qui varie autour de 15 degrés Celsius, plus 15 degrés Celsius. Sans l'atmosphère, on serait à moins 18 et la vie serait probablement impossible. On peut citer un autre cas, la Lune qui n'a pas d'atmosphère, par exemple. À certains endroits, ce sont des températures de 100 degrés Celsius en journée qui sont mesurées et moins 183 dans la nuit. Maintenant, le rôle des forêts. On lie très souvent la forêt au changement climatique parce qu'effectivement la forêt joue un rôle vital parce qu'elle contribue à lutter contre le changement global. La forêt a un double rôle. La forêt est d'abord un facteur ou du moins un agent de séquestration du carbone. Parce qu'il faut dire que le principal élément qui est à l'origine du changement climatique et qui est très lié à la forêt est le dioxyde de carbone. Et donc cette molécule-là
elle est souvent libérée à la suite de la déforestation, des abattages des arbres, de combustion, notamment lorsqu'on agit dans le sens de convertir les terres forestières en terres agricoles. Et donc, la forêt, le revers dans l'action de la forêt, c'est que lorsqu'elle est préservée, effectivement, elle contribue à séquestrer davantage le dioxyde de carbone. Parce que cet élément, même cet élément constitue en fait un facteur de croissance de la plante. On a vu dans nos cours de biologie que le dioxyde de carbone, par exemple, participait à la synthèse de la sève élaborée, que la plante plus forte. Et donc, le fait d'abattre, comme je disais, les arbres, non seulement empêche les derniers de séquestrer davantage et de contribuer à limiter l'effet de changement climatique, mais aussi, de par la détérioration, augmente les quantités de CO2 et amplifie donc le phénomène. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la politique forestière de notre pays, qui a été produite, elle a été élaborée dans les années 1993, au lendemain du sommet de Rio sur la Terre, notre politique a mis un accent sur la gestion durable des forêts, avec des instruments comme l'aménagement des forêts. Actuellement, à la suite de l'inventaire forestier, l'inventaire forestier national, on était à 22,5 millions d'hectares de forêt, dont 14 millions exploitables. À l'heure actuelle, on a à peine la moitié qui sont gérés de façon durable, donc selon le concept d'aménagement. Et donc, la gestion durable peut faire partie justement d'une solution à ce problème. Les mesures très souvent de lutte contre les changements climatiques sont très souvent deux ordres. Comme l'a expliqué le modérateur, ce sont des mesures d'adaptation et d'atténuation. Et les pratiques de gestion des forêts augmentent le période du carbone de l'atmosphère et incluent justement des actions en rapport avec le reboisement, la régénération, l'accroissement du couvert, le renforcement des stocks de carbone. Merci. Voilà, le renforcement des stocks de carbone. Et pour limiter la dégradation, effectivement, il y a aussi des actions d'utilisation des méthodes de récolte d'impact. Parce qu'en réalité, on ne peut pas, qu'avec toutes ces ressources, et vu l'utilité du bois, notamment dans le secteur artisanal, qu'on ne puisse pas exploiter nos forêts ou du moins qu'on passe le message devant lequel il faudrait plutôt préserver. L'exploitation de la forêt revêt d'un enjeu stratégique au niveau de notre pays, de par sa contribution au PIB. Donc, en fait, c'est la manière de gérer cette forêt qui est essentielle, parce qu'à travers le degré de perturbation de celle-ci, on peut ou non participer ou contribuer à l'élévation, au changement, au changement climatique. Donc, la mise en œuvre de telles mesures peut faire partie de la gestion durable, les mesures qui ont été précédemment évoquées, ce qui constitue un système évolutif de pratiques forestières visant à assurer que les produits et les services dérivés de la forêt correspondent aux besoins actuels, tout en garantissant de manière continue leur disponibilité et leur contribution au développement à long terme. Maintenant, sur le plan de la gestion, comme je l'ai indiqué, la ressource forestière revêt un caractère vraiment stratégique. Et au niveau national, il y a une prise de conscience sur les enjeux climatiques et écologiques. Et cela se traduit au plus haut niveau par l'engagement que notre pays a pris au cours de la COP 21 et qui, à travers sa contribution déterminée nationale, s'engage à réduire au moins 32% les émissions des gaz à effet de serre. Sur le plan politique, nous disposons d'une loi qui date de 1994 qui porte sur le régime des forêts de la faune de la pêche et ses textes-applications, et ainsi que nous mettons en œuvre les différents accords et engagements que nous avons pris au niveau international. Sur le plan stratégique, Dieu merci, c'est la gestion, le concept de gestion durable qui est en vogue.
Et donc, ce concept fixe les critères et indicateurs et objectifs sociaux et environnementaux, en plus des objectifs économiques de la gestion forestière grâce à l'aménagement des forêts, qui vise le maintien et la gestion restaurative de la biodiversité. Quelques chiffres. Comme j'indiquais, le Cameroun dispose de 22 millions d'hectares de forêt, ce qui occupe à peu près 46% du territoire, et 14 millions d'hectares exploitables. La production forestière annuelle est estimée en moyenne à 2,5 millions de mètres cubes de bois légal. Les prélèvements varient entre 1 ou 2 tiges à l'hectare. Et on peut constater que sur le plan de la contribution socio-économique, ce secteur participe à 4% au brut. Donc, en termes de stockage, nos forêts peuvent séquestrer en moyenne 5 433 millions de tonnes de carbone, avec une possibilité de vente de 10,8 millions de tonnes chaque année dans le cadre du processus RED. C'est en fait un processus de réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation et la des forêts, y compris la conservation, les actions de conservation, les plantations. Et c'est un mécanisme dans lequel notre pays est également engagé et qui prévoit une rétribution au pays ou au projet qui contribue à la lutte contre le changement climatique, qui contribue à la lutte contre la déforestation et la dégradation. Donc, le Cameroun ne s'est pas limité à mettre en œuvre sa loi sur les forêts et les textes d'application. Il y a une approche qu'on considère comme étant de nouvelle génération. Notre pays, pour améliorer la gouvernance de sa ressource forestière, s'est engagé en 2003 aux accords de partenariat volontaire FLECT. Ces accords ont eu pour incidence la mise en place d'un système informatisé de gestion d'information forestière de deuxième génération qui met plus en avant les aspects liés à la légalité et à la traçabilité du bois. Également, toutes ces réformes ont aussi concerné l'arsenal documentaire légal qui était utilisé jusqu'ici avec l'élaboration de nouvelles directives d'exploitation pour supplanter au moyen de géoréférencement des tiges. Nous avons également un nouveau concept de sylviculture de deuxième génération parce que le plan national de reposement qui avait vu le jour dans les années 90 et qui faisait la promotion de reposement, de renouvellement de la ressource, avait eu justement à son évaluation des résultats mitigés. Une des faiblesses, c'était qu'en général, on appuyait les différentes structures au reposement sans pour autant mettre des moyens dans le suivi de cet investissement-là. C'est-à-dire, il était donc nécessaire de développer la sylviculture et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre un nouveau plan national de développement de plantation qui a été validé en fin d'année 2019, destiné à supplanter le programme national de reposement. Donc, nous avons également, en 2016, il y a plusieurs initiatives auxquelles le Cameroun participe. Il y a par exemple l'initiative de restauration de 100 millions d'hectares de paysages forestiers dégradés en Afrique, la FS100, dans lequel le Cameroun s'est engagé d'ici 2030 à restaurer une superficie d'un peu plus de 12 millions d'hectares de paysages. Il y a également, dans le cadre de la commission climat du bassin du Congo, avec les instruments financiers, les fonds bleus pour le bassin du Congo, en vue de développement durable et la promotion de l'économie bleue et l'économie verte. Voilà. Quelques actions de MINFOP en faveur de la lutte contre le changement climatique, mise en œuvre du programme de la contribution déterminée au niveau national. Il faut dire que la contribution déterminée au niveau national est au cœur des actions pays qui se sont engagées, qui font partie qui se sont engagées au cours de la COP 21 à Paris en 2015.
Le Cameroun, à travers sa CDM, attend réduire l'empreinte carbone et l'empreinte écologique de son développement sans ralentir la croissance en privilégiant les options d'atténuation et d'adaptation, présentant les co-bénéfices élevés. Sa déclinaison au niveau du MINFOF, au niveau du programme 19, et cette déclinaison prévoit donc en matière d'atténuation une série d'actions, notamment en rapport avec la gestion, on va dire quoi, la lutte contre l'exploitation illégale, le renforcement des stocks de carbone, et puis d'autres actions d'adaptation. Maintenant, je vais établir le lien qui existe entre tout ce que j'ai dit précédemment et la filière artisanale. Il faut dire qu'en Afrique centrale, déjà, le marché intérieur et régional de bois d'œuvre sont en plein essor du fait de la croissance démographique rapide, l'urbanisation, le développement économique de la région. Et dans de nombreux pays, le volume de bois que l'exploitation industrielle produit est pratiquement déjà similaire au volume de bois exploité illégalement. Et ça fait que la majorité des bois commercialisés sur nos marchés échappent justement à ces statistiques officielles, puisque principalement produits sans titre valide. J'ai donné un chiffre tout à l'heure lorsque je donnais quelques statistiques, où j'indiquais qu'en réalité la production nationale légale avoisine en moyenne les 2,5 millions de mètres cubes. Mais ajouté donc à la production illégale, nous nous retrouvons autour de 4 300 000, selon une étude qui a été réalisée par le CIFOR par année. Donc c'est dire que le secteur informel produit presque déjà autant que le secteur formel. Et donc, de par cette action, on comprend qu'en réalité, si on s'inscrit dans la logique de développement durable, on s'attendrait à ce que chaque arbre qui est abattu soit remplacé. Et justement, dans l'action légale que l'État encourage, il y a une modélisation qui est faite pour le renouvellement de la ressource sur la base de la production nationale qui est estimée. Alors que la production informelle qui échappe totalement à nos statistiques n'est pas prise en compte et donc d'une certaine manière plus. Alors, la faute n'est pas uniquement à reverser à ces populations qui essayent aussi de survivre, puisque d'une certaine manière, on sait que ce secteur, cette filière artisanale est quand même pourvoyeuse d'emplois. On estime à peu près le nombre d'emplois à 45 000 et avec plusieurs dizaines de milliards derrière comme chiffre d'affaires. Il faut dire que tout remonte même aux textes qui sont en vigueur actuellement dans notre pays, parce que quand on revient à la loi de 94, la loi de 94 met beaucoup plus l'accent sur le secteur forestier industriel à grande échelle et qui est orienté vers l'exportation. Les conditions qui sont exigées à ce niveau-là apparaissent pratiquement comme des contraintes pour les petits producteurs qui ne peuvent pas s'acquitter de tous ces droits pour obtenir des titres valides. Donc là, j'ai juste présenté une image qui reflète un peu la situation de la filière artisanale dans notre pays. Tout ce bois que vous retrouvez très souvent dans des dépôts de bois, vous allez aller du côté de l'Igjoa, de Messa et tout, sont très souvent de sources illégales. Maintenant, comme action entreprise par le MINFOF et ses partenaires, il faut dire que c'est notamment la suite des accords de partenariat volontaire qui représente un accord important que le ministère essaye de contrôler la légalité et la traçabilité du bois. Et à la suite de cet accord, justement, nous avons mis en œuvre, et nous sommes même en train de déployer le système informatique de gestion d'information forestière qui met en avant les aspects liés à la légalité et à la traçabilité du bois. Et une des conséquences de cet accord au niveau du commerce international, c'est justement le règlement bois de l'Union européenne qui tend à interdire davantage
le commerce du bois et ses dérivés sur le territoire de l'Union européenne. Donc, vous voyez un peu, il y a un élément important. Voilà. Donc, le MINFOF travaille avec certains partenaires et le MINFOF a mis en place une plateforme qui est hébergée à son niveau et qui permet aux opérateurs de saisir directement les espèces de volume disponibles au sillage sauvage, parce qu'on s'est rendu compte que bien que la demande en bois légal dans le marché intérieur de bois est faible, il est davantage nécessaire d'encourager les petits producteurs, les artisans que vous êtes, à aller à utiliser davantage le bois légal. Donc, comme je disais, un des partenaires importants du ministère sur ce plan-là, c'est le CIFOR, qui actuellement même déploie, je crois, au moins 2 projets. Le premier qui est essor des transactions de sillage d'origine légale au Cameroun, qui vise à connecter les consommateurs aux fournisseurs de sillage en appuyant l'émergence des demandes nationales et en facilitant les transactions entre l'offreur et le demandeur. Et nous avons un autre projet qui est le projet promouvoir et formaliser l'exploitation artisanale du bois en Afrique centrale, qui sera mis en œuvre d'ici 2023 et qui propose une approche intégrée de formalisation et de développement de l'exploitation artisanale du bois allant de la gestion de la ressource ligneuse aux demandes de sillage dans les marchés domestiques. S'il faut dire quelque chose sur le Made in Cameroun, le Made in Cameroun, c'est peut-être un peu un plaidoyer. Le Made in Cameroun doit aller au-delà du label qui atteste ou qui certifie seulement de l'origine d'un produit. Le Made in Cameroun devrait être une occasion de changer de comportement, devrait être une occasion de changer de mentalité. Donc plus qu'une tendance, il s'agit là d'une constante à consolider davantage dans un contexte même où la pandémie du Covid-19 nous amène à freiner les importations, nous amène à consommer beaucoup plus local. Donc, quelques messages importants qu'on peut donner à l'issue de cette présentation, c'est de dire que le changement climatique au cours du dernier demi-siècle a déjà affecté l'écosystème des forêts et ces effets ne seront qu'augmentés à l'avenir. Les impacts du changement climatique sur les produits et les services de la forêt ont des conséquences économiques, ont même déjà des conséquences économiques et sociales et sur le long terme. La gestion durable est essentielle pour réduire la vulnérabilité des forêts au changement climatique. L'impossibilité actuelle de mettre en œuvre réduit la capacité des forêts et des personnes qui dépendent des forêts de s'adapter au changement climatique. Il est aussi important de mettre un accent sur la recherche scientifique qui, normalement, devrait permettre de réduire les incertitudes actuelles à propos de l'impact du changement climatique. La réduction des gaz à effet de serre provenant des combustibles à reforestation, il est nécessaire de réduire pour garantir aux forêts leur capacité d'adaptation et d'atténuation. Et par rapport à la filière artisanale, il y a nécessité d'augmenter les quantités produites de sillage d'origine légale sur le marché intérieur du bois en appuyant l'émergence des demandes nationales et en facilitant la transaction entre offreurs et demandeurs de ces produits. Et comme défi qu'on peut lancer à la filière artisanale, ce serait de tout faire pour se mettre en conformité avec ces nouveaux systèmes qui sont le CIGIF 2 et le règlement de bois de l'Union européenne. Donc voilà, brosser rapidement ma présentation. La présentation que la direction des forêts a préparée pour vous dans cette matinée. Je vous remercie. Merci. Pour fabriquer le matériel immobilier à certains moments, au lieu d'avoir des ressources qui viennent des forêts naturelles, on aura tendance à avoir la ressource qui vient des plantations. Et disons-nous que sur le marché international, de plus en plus, il y aura cette exigence-là. Donc, on va vous demander le bois que vous avez utilisé. D'où vient ce bois-là? Est-ce qu'il vient des forêts naturelles ou alors est-ce qu'il vient des plantations? Donc, ne soyez pas surpris que quelqu'un vient pour acheter, on va dire, du mobilier chez vous et qu'il vous pose la question de savoir d'où vient le bois. Donc, quand on pose cette question-là, c'est qu'on veut s'assurer que votre manière, on va dire, d'avoir collecté le bois et de l'avoir utilisé permet d'entrer dans la gestion durable des forêts. Gestion durable, on va dire, sur le site où la ressource est coupée, mais gestion durable aussi en situation de post-récolte. Donc, il a beaucoup insisté sur les aspects de plantation.
Autre chose aussi, c'est qu'il a insisté sur le fait que ce qu'on appelle le bois informel a un volume qui n'est pas très loin du bois qu'on exporte. Donc, si au départ, la loi de 94 qui est régie, la loi à partir de laquelle on essaie de gérer durablement les forêts, s'est beaucoup plus intéressé à ce bois, on va dire industriel-là, de plus en plus, on se rend compte qu'on avait négligé un volume important de bois qui est important, et donc la gestion durable est aussi importante pour le pays. Donc, ça fait que le ministère commence à s'intéresser à ces aspects-là. Et il a précisé qu'il y a 2 projets du support qui les aident à avancer dans cet exercice-là. Et l'outil qu'ils utilisent le plus est le processus APV-FLER. Il les permet, on va dire, de mettre un accent sur la transparence, sur le système d'information. Parce que dans la présentation de Paul tout à l'heure, il a insisté sur les aspects de transparence. Et de plus en plus, on demande au ministère d'être transparent sur le volume de bois qui sont exploités au niveau du Gabon. Donc, c'est pour résumer et pour remettre rapidement en contexte. Donc, le collègue du ministère, M. Kabongé, est déjà connecté. Donc, s'il est prêt, je pense qu'on peut lui passer la parole. Monsieur Kabongé, vous êtes prêt? Est-ce qu'il est prêt? Oui, je suis là. Ok, monsieur Kabongé, vous avez la parole. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Ok, je vais essayer de partager ma présentation. Est-ce que c'est bon? On voit mon écran? Pas pour l'instant. Maintenant. Allô, vous me suivez? Oui, c'est bon, on commence à apercevoir. C'est bon, monsieur Kabongé. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de partager avec vous en quelques minutes la CDN du Cameroun et de dire un mot sur le processus de révision de la CDN que nous avons engagé avec les Nations Unies, au plus tard avec les lettres aussi. Donc, très rapidement, je vais partager avec vous cette CDN. Ok. Dans un premier temps, nous devons savoir que la CDN intervient dans la politique de mise en œuvre de l'accord de Paris, qui est l'outil, la CDN qui est l'outil par excellence de toute politique nationale ou internationale de mise en œuvre de l'accord de Paris. Au départ, il faut le dire, dans le processus de lutte contre les changements climatiques, les pays se sont engagés à réduire les émissions et dans un premier temps, cette réduction était seulement adressée aux pays développés que nous appelons les pays de l'annexe 1 selon le protocole de Kyoto, qui avaient l'obligation de réduire leurs émissions de 5% sur la base de l'annexe 1. Et dans l'évolution du travail, on s'est rendu compte que les efforts menés jusque-là ne pouvaient pas permettre d'atteindre l'objectif que la science et à travers le GIEC, il dit qu'il faut contenir l'augmentation de la température à 2 degrés Celsius, voire à 1,5 degrés Celsius. C'est pour cette raison que dans le processus de révision, dans le processus de négociation et juste après Copenhague, il était question que tous les pays puissent s'engager dans cette lutte contre les changements climatiques en faisant des propositions contribution d'interview au niveau national pour atteindre l'objectif global de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050.
Donc, dans ce processus-là, quand nous arrivons à la COP21, par la voie de la très haute hiérarchie, le s'est engagé à réduire ses émissions de 32% d'ici 2035. Il faut préciser ici que le défi principal pour le Cameroun était de valoriser et de moderniser les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'élevage, le secteur de l'énergie, tout en réduisant ses émissions avec pour enjeu principal de concilier l'émergence du pays à la problématique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc globalement, c'est une volonté d'orienter le pays vers un développement bas carbone. Je tiens à rappeler ici que la vision globale du gouvernement camerounais dans la lutte contre les changements climatiques, c'est de faire du handicap de changement climatique une opportunité de développement. Comment faire de ce handicap une opportunité de développement? Non seulement en modernisant ces secteurs que je viens de présenter tout à l'heure et en cadrant les activités beaucoup plus vers la recherche des co-bénéfices liés, n'est-ce pas, à la lutte contre les changements climatiques. L'intérêt de la CDN du Cameroun donc apparaît sous plusieurs ordres. Premièrement, c'est de refléter la stratégie de développement du pays et des possibilités d'infléchir l'intensité carbone tout en renforçant la résilience du pays aux impacts du changement climatique. Et quand nous parlons du renforcement de la résilience ici, nous parlons de la résilience non seulement des populations, mais aussi des différents secteurs de développement, les secteurs économiques de notre pays. Deuxièmement, comme intérêt, il faut savoir que c'est une occasion pour le Cameroun de réexaminer et de renforcer la cohérence des différentes politiques publiques par rapport à l'objectif climat. Et troisièmement, indépendamment de l'aspect carbone, ça c'est un élément très important pour nous, pour le pays, c'est l'opportunité de poursuivre une politique de développement plus riche grâce au type de co-bénéfices associés. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que nous entendons par co-bénéfices ici. Donc, de manière globale, pour le Cameroun, il s'agit de concilier les impératifs de développement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, co-bénéfices, comme je venais de le dire, c'est d'abord aller dans le sens de l'accélération et de la modernisation du développement économique. C'est l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé publique. C'est la valorisation des services environnementaux et des services écosystémiques qui sont des éléments aussi très importants. Mais aussi et surtout, c'est les aspects financiers et technologiques, mais aussi le renforcement de capacité. À titre de rappel, la feuille de route de Bali dans climatique vise 5 éléments, 5 aspects principaux. L'adaptation, qui est la plus importante pour le continent africain et pour le Cameroun, l'atténuation, le financement, le transfert de technologie et le renforcement de capacités. Vous allez vous rendre compte que dans la vision et l'intérêt que je viens de présenter pour la CDN du Cameroun, nous ne nous attardons pas beaucoup plus au carbone, à la séquestration, à la réduction. Certes, nous allons faire ce travail, mais il était question pour nous, il est question encore pour moi, d'orienter cette politique vers un processus de développement, transformer le handicap en opportunité de développement. Le Cameroun, de manière globale, demeure bon, parce que nous émettons environ 29 589 gigagrammes de CO2. Mais notre capacité de séquestration, selon la seconde communication, est de 67 582 gigagrammes équivalent CO2, soit donc un bilan négatif. Et quand on parle de bilan négatif, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les changements climatiques, ça veut dire que nous émettons très peu. La question que vous allez me poser, si nous émettons très peu, et à l'image de l'Afrique tout entière qui n'émet pas 5% des gaz à effet de serre sur le plan mondial, pourquoi donc le Cameroun doit s'engager pour réduire ses émissions? Il faut le dire, dans le principe de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui parle de la responsabilité pénitentiaire, le Cameroun veut participer, n'est-ce pas, indépendamment de sa capacité ou bien indépendamment de son taux d'émission, participer, n'est-ce pas, à cet effort global, à cet effort international. Et c'est donc la volonté d'orienter le Cameroun
vers un développement bas carbone. Il faut préciser que les autres pays, les pays développés, les pays de la RES 1, se sont développés sans prendre en considération, parce que cela ne se faisait pas encore ressentir à l'époque, les questions de changement climatique. Il est question pour nous de rectifier le tir et de prendre les dispositions dès maintenant pour attaquer ce problème, pour adresser ce problème. Donc de manière globale, la structure des émissions, nous allons constater que le plus grand secteur d'émissions, c'est l'agriculture. Et quand nous parlons de l'agriculture ici, la foresterie, affectation des terres, foresterie, l'exploitation forestière et tout ce qu'il comporte. Donc vous allez comprendre que non seulement l'agriculture est le pilier de développement économique du pays, mais aussi il reste et demeure cette source d'émission de gaz à effet de serre au-delà qui vient en première position et suivi. Et quand nous parlons de secteur énergie ici, les transports font partie du secteur énergie, les problèmes liés à l'habitat et autres font aussi partie de l'énergie. Troisième source d'émission, c'est les déchets. Et enfin, vous allez constater que les procédés industriels, c'est seulement 1%. 1% parce que non seulement nous sommes un pays en développement, nous sommes un pays qui cherche encore à atteindre l'industrialisation, mais aussi parce que la seconde communication a été élaborée sur la du logiciel ou alors des lignes directrices 96 révisées qui prennent en considération certains gaz. Nous sommes en train de finaliser la troisième communication qui est obligée de prendre certains gaz puisque nous utilisons 2006 et certainement vous allez voir que le taux d'émission dans les procédés industriels que nous appelons CUP sera un peu plus élevé que ce que nous avons dans la seconde communication. De manière globale, quand le pays dit « je vais réduire mes émissions de 32% d'ici 2035 », il est question d'infléchir notre développement ou bien nos émissions de gaz à effet de serre. Que selon la base, l'année de base que nous avons pris 2010, le Cameroun émettait environ 40 000 gigagrammes équivalent CO2 et selon le cours normal des affaires, si rien n'est fait, d'ici 2035, nous allons émettre 104 000 gigagrammes équivalent CO2, ce qui est énorme. Mais si nous mettons en place des activités, vous allez voir l'intervalle qui existe entre la ligne verte et le bleu, c'est la capacité que nous pouvons réduire. Et le pays dit 32% des réductions d'ici 2035, mais 21% conditionnés au soutien de la communauté internationale, sous forme de financement, sous forme de transfert de technologie, sous forme de renforcement de capacité, et les 11%, je vais m'en occuper moi-même. Les secteurs les plus touchés ici, ou bien les secteurs qui vont voir beaucoup plus une action dans le domaine de la mise en œuvre de la CDN, c'est le secteur agricole de manière globale, c'est le secteur des déchets, c'est le secteur de la production d'énergie. Et comme je l'ai dit, bâtiments, transport inclus dans ce secteur-là. Mais nous sommes dans un processus de révision qui a commencé. La semaine passée, nous étions dans les consultations avec les CTD dans les deux zones forestières, à Balmayo et à Douala, selon les deux zones agroécologiques. Et aujourd'hui, nous sommes à Bafoussam avec l'équipe des consultants, l'AFD qui nous accompagne dans ce processus-là, des consultants Camerounais, Sénégalais et Ivoiriens. Aujourd'hui et demain, nous serons à Bafoussam. Et dès demain soir, nous prenons la pour aller faire ce même travail de consultation en Gandéré pour les zones de haute savane, les zones de savane guinéenne. Voilà globalement ce que je peux dire. Mais l'engagement du Cameroun dans sa CDN se globalise ou alors se concentre en 7 grandes orientations. Ces orientations, c'est la mise en cohérence de la planification et de l'aménagement de l'espace rural pour développer l'agriculture en limitant la déforestation et la dégradation. C'est l'intensification d'une production agricole, animale et halieutique respectueuse de l'environnement. C'est la promotion des pratiques permettant d'améliorer les capacités de production agricole.
c'est la valorisation énergétique des ressources en milieu, y compris les déchets. C'est la maîtrise de la consommation énergétique des systèmes par une politique d'efficacité énergétique. C'est la valeur efficiente des ressources pour tendre vers une économie circulaire. En ce qui concerne les déchets, tout ce que vous considérez comme déchets est considéré par une autre entreprise, par une autre personne comme étant des matières premières. Et c'est pour cela que la valorisation des ressources à travers une économie circulaire occupe une place de choix dans le processus de mise en œuvre de notre CDN. Et enfin, le développement de la production d'énergie à partir des sources renouvelables, le solaire, l'éolien, la mini-hydroélectricité, etc. Ce sont des domaines que nous avons ciblés dans la lutte ou bien dans la mise en œuvre de la CDN. Voilà, la CDN actuelle telle que nous l'avons est constituée de 10 rangs et de 30 idées de projet. Et le processus de révision que nous avons commencé, il y a eu un atelier de lancement au mois de mai à l'hôtel Hilton, où nous n'avons pas pu inviter en présentiel tout le monde à cause de ce phénomène de Covid que nous connaissons tous. Mais quand même participer en ligne. Il est question de partager avec toutes les parties prenantes la CDN actuelle et de recevoir, n'est-ce pas, des avis des uns et des autres pour non seulement relever les lacunes et de faire de nouvelles propositions de projets, soit dans le domaine de l'adaptation, soit dans le domaine de l'atténuation. Et même aussi, c'est d'aligner notre CDN à stratégie nationale, le SND 30 pour le Cameroun. Vous allez vous rendre compte que nous parlions de l'horizon 2035 parce qu'on s'était basé sur le document, le DSCE Cameroun émergent à l'horizon 2035. Il est question maintenant de revoir et de l'aligner selon la nouvelle stratégie SND 30. Il est aussi question de mettre sur pied un arrangement institutionnel qui prenne en considération toutes les parties prenantes. Il y a eu une proposition d'un comité au niveau de la primature qui ne prenait pas en considération toutes les parties prenantes. Et le Premier ministre a sorti une note qui a été envoyée au ministère de l'Environnement, mais aussi au niveau des services du Premier ministère pour suivre ce comité national de mise en œuvre de l'accord de Paris. C'est dans ce sens que nous sommes en train de proposer un arrangement exceptionnel qui prenne en considération toutes les parties prenantes, ça va, les administrations sectorielles, les institutions de recherche, les OSC, les collectivités territoriales décentralisées, pour que non seulement la prise des décisions, mais aussi la mise en œuvre puisse être prise en compte ou bien puisse contenir les avis de toutes ces parties prenantes. Maintenant, pour aller vers la fin de ma présentation, quels sont les grands enjeux de la CDN du Cameroun? C'est peut-être dans ces éléments que nous pouvons déjà voir comment orienter beaucoup plus les artisans qui aujourd'hui reçoivent ces moments de sensibilisation, de renforcement de capacité dans le domaine des changements climatiques et particulièrement la CDN. Le premier grand enjeu dans le secteur agricole, c'est la recherche de l'autosuffisance alimentaire, c'est la sécurité alimentaire, c'est le développement de l'agro-industrie et c'est l'amélioration de la productivité et de la compétitivité. Et quand on parle de la productivité et de la compétitivité ici, c'est dans tous les secteurs qu'on a compris. Mais les grands enjeux dans le domaine forestier, c'est la gestion des forêts, durable des forêts, c'est la contribution à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, c'est la conservation de la biodiversité, mais aussi la mise en cohérence du système foncier grâce au plan de zonage. Il faut relever ici, je l'ai dit dès le départ, concernant les co-bénéfices, le message clé ici, c'est que l'agriculture a été et demeure le pilier de l'ambition d'émergence du pays. Et il est possible d'en réfléchir, n'est-ce pas, son pouvoir d'émission de gaz à effet de serre. Il est possible de limiter son impact carbone. Donc, la gestion durable des forêts permettra d'augmenter le puits carbone. Nous avons dit, nous sommes un puits carbone, mais on peut encore aller au-delà. Et cette croissance bas carbone apportera donc d'importants co-bénéfices à travers le développement économique et social.
à travers la création d'emplois, à travers l'amélioration de l'environnement et de la santé, à travers le renforcement de capacités dans tous les secteurs, y compris l'artisanat. Et c'est ce que nous appelons les co-bénéfices. Il est question de voir comment utiliser toute cette gamme d'opportunités qui s'offrent à nous pour orienter cela vers le développement de tous les secteurs du Cameroun. Il y a aussi des grands enjeux dans le domaine de l'énergie, et ça nous le savons, les problèmes énergétiques que connaît ce pays. Il est question d'introduire dans le bouquet énergétique d'ici 2035, voire même encore plus court, 25% des énergies renouvelables à travers, n'est-ce pas, le solaire, à travers la mini-hydroélectricité, afin de pouvoir donner la possibilité à tous les acteurs dans le secteur rural et dans tous les secteurs de développement d'avoir un accès facile à l'énergie pour booster, n'est-ce pas, leurs travaux et particulièrement aussi les artisans qui ont besoin de cette énergie pour leur travail. Donc, la tâche reste encore ardue pour y arriver à travers, n'est-ce pas, le montage des projets financiers, à travers, un plan de mobilisation de financement, parce qu'il nous faut des financements énormes pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette CDN. Il faut une stratégie nationale qui accompagne la mise en œuvre de cette CDN. Et nous avons aussi programmé dans cette révision l'élaboration d'un plan d'action climat. Nous avons fini un processus de recrutement des consultants avec le PNUD la semaine passée. Il y a 5 consultants qui sont recrutés de manière individuelle pour 5 études à mener dans le sens de la révision de la CDN. Timothée Cameroun. Timothée. Donc, la sensibilisation, le renforcement aussi interviennent comme des éléments importants. Donc pour terminer, je vais dire un mot sur le financement, comme je venais de le dire. Nous avons besoin de 27 132 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de notre CDN. Pour l'instant, nous avons 30 idées de projets. Nous sommes disponibles à recevoir des propositions entre projets dans le sens de la lutte contre le changement climatique, soit dans le domaine de l'adaptation, soit dans le domaine de l'atténuation. C'est le moment de vous interpeller dans ce sens. Les gens peuvent se mettre, n'est-ce pas, en association et faire des propositions, nous envoyer au niveau de la coordination nationale et nous allons voir comment cela doit être pris en considération dans la CDN. Je vais terminer en rappelant que la CDN demeure aujourd'hui la politique nationale de mise en œuvre des changements climatiques, mais aussi la politique internationale. Tous les travaux, toutes les activités que nous avons à mener dans le sens de la lutte contre les changements climatiques devraient être basées sur la CDN, devraient être basées sur ce que nous appelons le document programme pays que nous avons au niveau du Fonds vert. Voilà ce que je peux partager avec vous ce matin concernant la CDN. Je ne suis pas allé tellement en profondeur, mais s'il y a des questions qui pourront nous permettre de toucher les points essentiels que vous attendez, je reste disponible pour répondre à ces questions. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Donc je pense que vous allez rester en ligne, nous allons continuer, mais en fait pour l'auditoire, je dois préciser que ce qu'on peut retenir, on va dire, de la présentation de ce document, qui est le document qui résume la politique que le gouvernement veut avoir en termes de changement climatique. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le gouvernement veut avancer, on va dire, dans un développement qui ne nuit pas beaucoup à l'environnement, un développement qui est bas carbone, donc un développement qui n'impacte pas négativement. Et dans cette stratégie-là, les aspects bois sont importants. Donc je pense que c'est ce que nous pouvons retenir, on va dire, de cette présentation qui était assez dense. Donc nous allons maintenant passer la parole au ministère de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises pour la contribution, on va dire, de ce ministère-là dans le cadre de ce panel. Donc vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Madame Naï, je suis directrice de l'artisanat et de l'éducation du secteur informel. Ok. Directeur de l'artisanat et de l'éducation du secteur informel au ministère.
collaboratrice, Madame Tou Agnès, qui est chef de la cellule des activités informelles et migration au ministère, à la direction de l'artisanat. Donc, dans ce cadre de cette présentation aussi, elle va essayer de vous donner la nécessité d'être formalisé pour qu'ensemble, nous produisions des droits légaux dans la formalité. Merci. Merci, Madame le Directeur. Merci, Madame le Directeur, de me passer la parole. Et je remercie les organisateurs qui ont bien voulu associer MINESA, acteur gouvernemental régalien qui encadre le secteur de l'artisanat. Donc, on vous remercie de nous avoir associés à cette initiative qui interpelle tout le monde sur le changement climatique. C'est vrai que lorsque Madame le Directeur a communiqué le thème pour lequel on devait exposer aujourd'hui, j'avoue que nous avons eu quand même de la difficulté à comprendre, à cerner les implications du MINESA dans cette problématique. Mais en y travaillant, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était à dessein que nous avons choisi de venir exposer. Le micro. Descendez le mal, vous êtes autorisé. Alors, le thème, alors, comme qui nous a été soumis, changement climatique et artisanat. Non, c'est bon, merci. Changement climatique et artisanat. Donc, avec votre permission, on va faire pris des définitions des concepts, parce que je pense que nos prédécesseurs sont largement intervenus là-dessus, à savoir qu'est-ce que c'est le changement climatique, c'est quoi le réchauffement climatique, le refroidissement climatique, l'effet de serre, les gaz à effet de serre. Je crois que nos prédécesseurs ont abondamment parlé là-dessus. Mais quand même, sur la définition d'un concept, nous allons nous attarder sur des concepts comme l'artisanat. Donc, je m'excuse, j'aurais peut-être dû dérouler le plan. Et donc, le contexte, nous sommes en train d'élaguer et nous allons tomber enfin dans la problématique. Nous allons énoncer le plan. Et dans le déroulé du plan, nous allons nous appesantir sur ce que le MINESA fait dans sa contribution pour l'amélioration des effets du changement climatique. Et puis enfin, nous allons conclure notre propos. Alors, comme nous avons fait des définitions techniques purement en lien avec sur les changements climatiques, nous allons nous arrêter sur la définition du concept de l'artisanat. Alors, c'est quoi l'artisanat? Au terme de la loi du 3 juillet 2007 qui régit l'artisanat au Cameroun, l'artisanat est défini comme l'ensemble constitué des activités d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de services essentiellement manuels et exercés à titre principal. Donc, toutes les activités qui sont faites manuellement en ce qui concerne l'extraction, en ce qui concerne la production, la transformation, l'entretien, la réparation ou les prestations de services sont des activités de l'artisanat. Et cette loi subdivise le secteur de subdivise le domaine de l'artisanat en 3 secteurs, à savoir l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service. Alors, et que dit-elle de l'artisan? Alors, la loi dit que l'artisan est tout travailleur autonome qui exerce une activité et qui en assure la pleine responsabilité
de la direction et de la gestion, tout en participant lui-même au travail. Et nous sommes là dans le cadrage gouvernemental avec la SDN 30 qui fait du secteur de l'artisanat un secteur économique à part entière et une composante stratégique dans la création d'emplois, de richesses et la réduction de la pauvreté. Alors là maintenant, comment est-ce que nous avons compris la problématique qui nous interpelle ce matin? À savoir la problématique sur les changements climatiques et l'artisanat. Nous nous sommes posé la question de savoir comment encourager les pratiques des activités artisanales dans un environnement où l'activité humaine contribue à la menace et aux effets du changement climatique. C'est ainsi que nous avons compris notre interpellation. Et pour répondre à cette interpellation, nous avons suggéré un plan. Nous avons suggéré un plan qui, en un, va d'abord donner les effets des changements climatiques sur la pratique de l'artisanat. En deux, donc, il va donner des palliatifs et solutions pour la préservation de l'activité artisanale. Donc, en première partie, donc, effets et les changements climatiques sur la pratique de l'artisanat. Nous nous sommes dit que les uns et les autres avaient largement, abondamment parlé des effets, donc nous les avons condensés comme ça pour vous les donner. Nous avons relevé, en termes d'effets, une diminution des matières premières, du fait des températures élevées, des tempêtes, des inondations. La matière première nécessaire à la pratique des activités artisanales se fait de plus en plus rare, notamment avec la dégradation des écosystèmes, l'effondrement de la biodiversité. Nous avons pensé aussi qu'il y a la disparition du savoir-faire, toujours comme effet des changements climatiques sur la pratique de l'artisanat. Et nous avons ici mis en lumière que du fait des migrations des populations en fait de meilleures zones pour l'exercice de leurs activités artisanales, les savoir-faire ancestraux acquis et transmis depuis des générations se diluent. Maintenant donc, en termes de solutions, qu'est-ce qui est fait? Et c'est là où nous abordons le point palliatif et solutions pour la préservation de l'activité artisanale. Car nous l'avons dit, le gouvernement fait de cette composante un levier déterminant pour l'atteinte de ses objectifs d'émergence, pour l'atteinte de ses objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations et pour l'atteinte de ses objectifs de création d'emplois décents. Alors, là, nous pensons qu'il s'agit ici des innovations apportées en capital humain, technologique, technique et financier, afin d'apporter des innovations par rapport aux pratiques existantes dans les communautés et en lien avec l'exercice des activités artisanales. Autre chose aussi, et c'est là où nous pensons qu'il s'agit de l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que le MINESA, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, fait concrètement pour aider sa cible et les artisans à s'adapter au changement climatique? Eh bien, le MINESA, à travers la structuration des acteurs en coopérative dans les communautés, favorise l'émergence des activités qui préservent l'environnement. Donc, il attribue chaque année dans son budget une partie réservée aux appuis destinés aux initiatives de développement local. Et dans ces initiatives de développement local, nous avons appris des activités qui préservent le climat, qui préservent l'environnement. En termes d'adaptabilité aussi, nous avons un point sur les innovations lors des activités de promotion des activités du ministère, que ce soit lors des journées des PME, lors de l'artisanat, les start-up ou alors les artisans qui s'illustrent dans l'inventivité des technologies innovantes dans l'acquisition des capacités sont généralement primées. Et après l'adaptabilité, nous avons pensé aussi à l'atténuation des
l'atténuation des pratiques artisanales qui favorisent le changement climatique. Comme il a été dit que toute activité humaine a un impact, des activités humaines qui ne prennent pas en compte le respect de la biodiversité ont un impact négatif sur le changement climatique. Alors il est question pour nous, Mimosa aussi, d'encourager les artisans et les acteurs qui s'illustrent, n'est-ce pas, dans la pratique des activités qui contribuent à atténuer le changement climatique. C'est donc ainsi, par exemple, que nous avons au niveau de l'artisanat en perspective des activités de structuration des filières comme des filières qui font dans le recyclage des déchets, des filières qui font dans le cycle ou bien dans la biomasse. Nous devons, dans le cadre de la SDN, structurer des filières de ce genre. Et aussi, nous promouvons le reboisement et les énergies renouvelables. Donc, voilà un peu en fait ce qui est fait au niveau du MINUSA. Et en termes de conclusion, nous pensons que les changements climatiques sont une menace pour la planète et l'activité artisanale n'est pas en reste. Or, le gouvernement camerounais a voulu faire de l'artisanat un levier de développement. Il fait même d'ailleurs de l'artisanat un levier de développement. Il est donc question d'encourager, n'est-ce pas, à travers la mise en place des projets, à travers la mise en place des activités pertinentes. Il est donc question d'encourager la pratique des activités artisanales dans un contexte qui prenne en compte l'adaptabilité au changement climatique. Donc voilà brièvement, madame, ce que nous avons préparé, en lien bien sûr avec ce que nos prédécesseurs ont dit. Je vous remercie. Oui, c'est pour Paul. Oui. Paul, bonjour. C'est Mouche Pierre, le vice-président de la coopérative, suppléé par l'Africa Pourquoi. Paul, est-ce qu'on peut pas prétendre? Je viens là. Venez là, oui. Venez au-dessus du haut-parleur. Oui, je voulais savoir si on peut prétendre lutter contre le réchauffement climatique sans se préoccuper du sort des populations en général. Ça, c'est la question que je pose à Paul. Bonjour Paul, je suis Patrick Tanga et je voudrais savoir, dans ce contexte où les artisans particulièrement n'ont pas accès facile aux matières premières au même titre que les industriels, comment est-ce que les artisans peuvent contribuer efficacement à l'atténuation des effets du changement climatique? Merci. Oui, je pense que vous avez suivi les présentations et vous avez suivi les deux questions qui vous ont été proposées. Une chose qu'on pourrait peut-être, une question peut-être qu'on pourrait ajouter, c'est quelle est la place que ok. Donc, quelle est la place que le secteur privé, vraiment de petits et moyennes entreprises, occupe dans les réponses que vous accordez au changement climatique? Parce qu'ici, nous avons affaire aux PME ou encore des artisans qui sont encore plus à un niveau, à une échelle, on va dire, plus réduite que les PME. Quelle place est-ce qu'ils occupent, on va dire, dans la réponse que la Grande-Bretagne, dans le cadre de la coopération internationale sur les changements climatiques, a? Donc, je pense qu'on peut laisser à Paul le soin de répondre à ces questions. S'il est déjà disponible. Aline, est-ce qu'il est disponible? Il est disponible, mais je l'ai lui écrit. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, le temps qu'on lui écrit, est-ce qu'on peut prendre d'autres questions dans la salle? Les questions peuvent être adressées aussi au panel. Oui, cette question s'adresse au MIFOF. Monsieur le représentant du MIFOF, est-ce qu'on ne peut pas utiliser la biomasse pour produire de l'électricité aux populations riveraines au lieu de les brûler, comme nous voyons les industriels le faire, parce qu'ils évitent de payer une taxe que le MIFOF les impute? Je ne sais pas si vous avez bien suivi ma question.
C'est parce qu'il y a une taxe qui plane. L'industrie préfère brûler ses déchets de bois que de mettre à la disposition des populations, soit en l'utilisant en biomasse, produire de l'électricité et améliorer le sort des riverains. Bon, l'autre site est aussi en ligne, c'est la Timothée, je ne sais pas s'il faut attendre. Je suppose que Timothée nous suive, allez-y. Bon, la question que je m'adresse à Timothée. 1994. D'abord, que signifie la CDN? Vous parlez aux artisans, hein, vous ne parlez pas aux initiés. On a fait tout un débat, CDN. Nous, les artisans, on ne sait pas ce que ça signifie, CDN. Oui. Bon, Timothée, 1994, 2021, 27 ans, qu'une loi a été établie à l'Assemblée. La loi 94, n'étant plus d'actualité, attend sa révision. Ok. D'avoir cerné la préoccupation de monsieur, peut-être savoir pourquoi les industriels brûlent leurs déchets de bois, alors même que ça pourrait servir à la production d'énergie. Juste, oui, pour ces populations, pour leur bénéfice des populations riveraines. Bon, j'avoue que cette taxe, je ne sais pas si elle relève du domaine des forêts ou de l'environnement. C'est une taxe qui porte sur la pollution. Parce que cette taxe, je ne la connais pas. Parce que si elle porte sur les aspects liés à la pollution, en réalité, c'est le ministère de l'Environnement qui serait en train de répondre à cette question. Mais il faut dire. Allez-y, peut-être pour vous préciser, laissons de côté simplement la taxe. Voyons les choses de manière très simple. Donc, pourquoi, je retraduis, pourquoi est-ce que les exploitants forestiers, au lieu de remettre les revenus soit aux populations, soit de les transformer en énergie, préfèrent plutôt les utiliser? Donc, je pense qu'on peut se poser la question de cette manière-là. Oui, je préfère les brûler, oui. En réalité, en l'état des textes, en l'état de l'arsenal réglementaire qui existe, il n'y a pas, cet aspect de la chose n'est pas véritablement encadré. Et c'est la raison pour laquelle, il y a eu des réflexions qui ont été initiées dans ce sens-là, parce qu'on a constaté que la capacité de transformation des industries, non seulement est très faible, et qu'il y a à peu près pratiquement au moins le tiers de la ressource qui sera abandonnée dans les chantiers d'exploitation. Or, ce bois très souvent peut être valorisé par les petits producteurs. Mais je pense que le problème se situe plus au niveau de l'encadrement juridique. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, en l'absence de cette réglementation, le MINFOR ne peut pas nous donner une procédure exacte à suivre pour pouvoir valoriser ces revenus de bois. Si c'est bien d'entrer dans un partenariat avec les concessionnaires qui les produisent et voir comment en tirer profit. D'accord, on va dire dans les champs d'exploitation, mais on a ce qui est dans la série qui est, on va dire, une source de biomasse qu'on n'a pas encore valorisée, c'est un potentiel. Notons cela de cette manière-là. Oui, on laisse la parole. Donc j'avais des problèmes à bien entendre, mais j'ai compris qu'il y a une question sur le rôle de la population et le développement en termes de changement climatique. Et juste, c'est quelque chose qui a été déjà dit par les autres participants, mais juste pour un peu insister sur ce lien qui est souvent fait entre les deux. Quand on regarde les chiffres au Royaume-Uni entre 1985 et 2016, on voit que la croissance économique, donc le GDP pour nous, par personne, a augmenté par
donc, cette relation entre les deux a vraiment ils ne vont pas dans la même direction. Donc, il y a une tension qui est là, mais c'est pas fixé. Ça c'est très important. Comme a dit M. Kangombe, on peut prendre nos opportunités et faire les deux priorités ensemble. Pour la population en général, on a plusieurs rôles, mais si je peux mentionner un, il serait le rôle du consommateur en termes de demander les options, par exemple. Les produits pour préciser, les autres produits ont un rôle à jouer donc le marché va aussi avoir de ce côté. Et on trouve sur le côté du produit. Mais ce qui est certainement le cas, c'est que c'est pas important pour attendre les gouvernements des États à donner des instructions. Pour que tous les participants ont un effort, ce qu'ils peuvent faire. Donc pour le secteur privé, où on voit des problèmes d'approvisionnement de bois, par exemple, il y a une opportunité pour le secteur privé d'améliorer des pratiques et de contribuer dans la lutte contre le changement climatique. Donc, j'espère que bien entendu avec la connexion et j'ai répondu à quelques questions. Merci beaucoup. Population, on va dire, au niveau sous-national et au niveau terrain. Donc, on ne peut pas répondre durablement au changement climatique sans tenir compte de ces populations-là. D'ailleurs, même dans les efforts pour réduire la déforestation, il y a ce qu'on appelle les sauvegardes de gouvernance, les sauvegardes environnementales. Et dans les sauvegardes de gouvernance, on va vérifier si vous avez tenu compte des populations riveraines. Donc, je pense que je peux apporter, on va dire, cette contribution-là aussi. Bon, donc, pour le reste, je pense qu'on va continuer avec ceux qui sont... Non, il y avait M. Timothée. Est-ce qu'il est encore là? Oui, il est encore là, Timothée. Oui, il y avait une question qui lui était posée, de définir ce que c'est que la CDR et de dire à quand est-ce qu'on révise la loi de 94. J'imagine que c'est la loi sur les forêts. Ouais, on a le diplôme aussi là-dessus, là, sur le panel qui pourra réagir. On laisse la parole à Tim. Monsieur Kabongue. S'il n'est pas là, il ne réagit pas. S'il n'est pas là, je peux simplement... Non, c'est simple, Tim. Oh. Oui, attends, c'est simple. Tim, on demande ce que veut dire CTM. Le problème, c'est que ça résonne. Il faut venir lui poser la question juste là. S'il le fait, voilà, s'il vous parle comme ça à côté de l'ordinateur, est-ce que là vous comprenez bien? Même sans... Ok, Tim, c'est très simple. Il demande, le participant demande de préciser ce que la CDN, parce que ici, vous parlez aux artisans, donc vous ne parlez pas aux scientifiques. Donc, de définir en termes très simples ce que c'est que la CDN
et de dire à quand est-ce que la loi de 1994 sur les forêts va être révisée pour être compatible avec les réponses au changement climatique. Donc voilà ces deux préoccupations. Est-ce que tu peux répondre en étant bref? Ok, je crois avoir suivi. Il s'agit de dire en termes très simples ce que la CDN et maintenant la révision de la loi en conformité avec les changements climatiques. C'est ça? Oui, c'est. 96. Oui. 94. Ou bien 94 forêts. 94. Bon, je commence par la première question. C'est pas la CDN. Je l'ai dit dès le départ. Les pays ont, dans un premier temps, choisi de contribuer de manière unilatérale, concentrée seulement au niveau des pays industriels, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut d'abord dire que les activités que nous faisons émettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui sont à l'origine de l'augmentation de la température, de la diminution des précipitations et de beaucoup d'autres planètes qui arrivent jusqu'au niveau de la santé humaine. Maintenant, il est question de trouver des voies et moyens pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine de la pollution globale. Donc, il a été décidé à la COP 21 de Paris que chaque pays s'engage à réduire ses émissions futures, ses émissions de gaz à effet de serre, sa pollution, on va le dire comme ça, dans un sens plus simple. Et maintenant, cet engagement doit être contenu dans un document qu'on a appelé la CDN. La CDN, c'est la contribution déterminée au NAC. C'est un document dans lequel chaque pays dit « Moi, je veux réduire mes émissions de tel pourcentage, de telle année à telle année. Et pour réduire, je veux mettre sur pied des projets d'atténuation, des projets d'adaptation qui vont contribuer à atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. » Et comme je l'ai dit, le Cameroun, quant à lui, s'est engagé à réduire ses émissions futures de 32%. Voilà ce que je peux dire de la CDN. C'est le document ou l'outil par excellence de mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris a pour objectif principal de contenir l'augmentation de la température globale et de 2 degrés Celsius. Et quand on parle de la température globale, pour que nous comprenions, notre planète Terre agit comme notre corps humain. Le corps humain a une température moyenne de 37 degrés. 1 degré de plus, vous êtes malade. À 39, pour certaines personnes, ils engagent déjà le processus de non-retour. De la même manière, la planète Terre a une température moyenne de 15 degrés. Mais la science montre qu'aujourd'hui, nous sommes à environ 16 degrés. Si rien n'est fait selon la science, nous allons atteindre 20 degrés d'ici 2100 et ça sera une catastrophe. Il faut donc réduire nos manières de développement à travers l'industrie, à travers l'agriculture, à travers l'artisanat pour réduire notre impact sur les émissions de gaz à effet de serre. D'où le processus, le document de la CDN qui a été proposé et adopté par tous les pays ayant ratifié l'accord. Maintenant, revenons sur la loi 94. Je pense qu'il y a un collègue des forêts qui est en ligne ou bien qui est en salle là-bas avec vous parce que juste avant moi, il a fait une présentation. Je peux parler en ce qui concerne la loi 4/96 sur l'environnement, mais pas sur les forêts. Parce que moi, je suis du ministère de l'Environnement. Il y a un processus pour la révision de la loi cadre sur l'environnement qui va entrer en jeu très prochainement en attendant la décision de la haute hiérarchie, c'est-à-dire de la primature. Mais aussi, nous sommes en train de vouloir proposer l'élaboration d'une loi à partir de l'année prochaine, l'élaboration d'une loi pour la lutte contre les changements climatiques avec tout ce que ça comporte.
Et je pense qu'il est important que cela soit associé à la révision de la loi 96 sur la loi 496 sur la gestion, la protection de l'environnement. Je crois que je vais m'arrêter là, je ne vais pas m'hasarder à dire des choses que je ne connais pas, donc je n'ai pas l'information exacte en ce qui concerne la loi forestière. Ça sera la dernière ou alors l'avant-dernière question, s'il y en a encore, parce que, allez-y. Ok, merci. Je voudrais poser la question du ministère des Forêts. Ouais. Je ne sais pas si au ministère des Forêts, il y a une politique en appui aux artisans dans le cadre du changement climatique. Et je pose cette question parce qu'on se rend compte qu'au niveau du ministère en charge des forêts, l'accès à la ressource est réglementé. Et concernant le marché local, la réglementation concerne exclusivement la valorisation des revenus de l'exploitation forestière et des revenus de la scierie. Et or, quand on va en profondeur, on se rend compte que revenu veut dire tout simplement déchet. Donc c'est un peu pour dire que, au sens de la loi et au sens du ministère des Forêts qui est chargé de réguler l'activité forestière, ce que le ministère prévoit pour les nationaux, pour ses propres enfants, ce sont des revenus, c'est-à-dire des déchets. Et je voudrais savoir la deuxième question. Est-ce que vous avez la première question, est-ce que le ministère a prévu un cadre pour accompagner les artisans sur ces questions du changement climatique? La deuxième question, est-ce que vous pensez que les artisans peuvent contribuer dans ce contexte où ils n'ont pas accès à la ressource, peuvent efficacement contribuer à l'atténuation ou alors aux dynamiques sur les changements climatiques? Je voudrais poser le troisième volet au ministère en charge des PME et de l'artisanat. Je voudrais savoir à peu près la même question. On s'attendait à un moment donné que la banque camerounaise des PME soit plus accessible aux PME et artisans et qu'elle soit plus proche des PME et des artisans. Et on se rend compte que les artisans de la deuxième et troisième transformation du bois n'ont pas facilement accès aux sources de financement de la banque des PME. Parce que les taux d'intérêt dépassent même parfois les taux pratiqués dans les microfinances classiques. Est-ce qu'au niveau du ministère des PME et de l'artisanat, il y a une réflexion en cours, ou alors est-ce qu'il y a un dispositif pour accompagner de façon opérationnelle les artisans? Merci. Je m'adresse au ministère des PME et de l'artisanat. Ma question c'est que qu'est-ce que vous faites pour encourager les artisans qui sont à leur début? La deuxième, à leur début d'activité. La deuxième, c'est que pour ceux qui attendent de vous de l'aide, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci, monsieur le modérateur, de donner une fois de plus la parole au ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour apporter des éclairages, n'est-ce pas, aux préoccupations soulevées par certains participants. Bon, je vais commencer par la question de la dame qui demande que faisons-nous au ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour encourager les artisans qui sont à leur début d'activité. Nous vous avons dit dans notre propos que le secteur de l'artisanat pour le gouvernement camerounais est un secteur formel à part entière. Ça veut dire qu'il bénéficie des mêmes priorités, des mêmes prérogatives que les autres composantes que le ministère encadre, notamment la composante PME, la composante économie sociale. Et justement, donc, pour pouvoir, ou alors pour espérer bénéficier des disponibilités et des dispositifs mis en place par le MINESA, il faut être dans la démarche de la formalisation. Parce que vous savez que le secteur informel
l'économie formelle à travers, n'est-ce pas, les 3 circuits qui sont mis en place, soit vous migrez via la PME, soit vous migrez en groupe via l'économie sociale, ou alors vous migrez via l'artisanat. Et pour ce qui est des artisans, votre processus de prise en charge par le ministère commence à partir de votre enregistrement au bureau communal de l'artisanat. Parce que le ministère des PME a mis en place dans les 360 communes des registres pour permettre aux artisans de s'enregistrer et plus tard donc de se formaliser. Quand vous êtes donc enregistré au bureau communal, vous êtes à jour de votre formalisation, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen respectueux de sa République, vous vous acquittez de votre impôt libératoire, vous vous affiliez à l'assurance volontaire pour la prise en compte des risques sociaux liés à votre travail, vous tenez la comptabilité de vos activités, on se dit que vous êtes un artisan formalisé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez bénéficier des avantages mis en place par le ministère des Finances entreprises. Nous avons par exemple les accompagnements multiformes que nous disions aux artisans accompagnant la tenue de la comptabilité de leurs activités. Nous avons des accompagnements par exemple qui portent sur le packaging. On a fait des ateliers l'année dernière à Yaoundé. Cette année, on en a fait à Douala et à Limbe. Lorsque vous êtes véritablement formalisé, le ministère met à votre disposition. Si vous êtes retenu, met à votre disposition ces accompagnements. Également, dans le cadre initial, les meilleurs artisans sont souvent primés. Et ça, c'est des appuis multiformes que le ministère met à votre disposition. Nous aidons les artisans à apprendre par pouvoir sur le plan national et international. Par exemple, nous accordons des missions administratives lorsque vous devez voyager. On prend en compte un certain, c'est relativement au transport de bagages. Le ministère nous offre des facilités. Donc, il y a bien des choses comme ça. Pour des dispositifs de financement, le ministère est en train de travailler avec les partenaires financiers de la place pour que progressivement les artisans soient intégrés dans l'évolution financière formelle. Donc, à ce niveau, c'est ce que je vais dire. Donc, ce qui est de savoir ce que le ministère fait pour encourager les artisans à leur début d'activité. Maintenant, vous avez demandé, pour ceux qui attendent de l'aide, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes un artisan formalisé et que vous souhaiterez avoir un accompagnement spécifique comme INESA, vous pouvez écrire à M. le ministre qui va se charger de diligenter le dossier à la direction technique. Mais je vous ai dit dans mon propos que les disponibilités financières que le ministère accorde maintenant, c'est via les coopératives, via l'économie sociale. Donc, on vous encourage à vous mettre à plusieurs et à solliciter dans le cadre de la promotion des initiatives de développement local, à dresser à votre projet, à votre mairie, et si votre projet est pertinent et qu'il a reçu l'attention particulière des autorités municipales, les autorités municipales vont l'acheminer vers le MINESA. Et si à ce niveau aussi, les disponibilités financières mises en place permettent qu'on prenne en compte votre projet, eh bien, il va être financé dans le cadre de l'économie sociale, dans le cadre des appuis faits aux coopératives. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais seulement dire qu'elle a presque validé de ces questions. Elle a des fois fini de répondre aux deux questions, mais il y a le troisième. Parce que concernant l'aide aussi, pour la dame qui a demandé ce qu'il le dit, comme elle avait dit, il y a l'aide financement, mais pas individuel, financement quand vous êtes en groupe, comme quand vous êtes des organisations des économies sociales, il y a des aides techniques qu'on a pas des renforcements de capacité, comme elle avait cité, il y a promotionnel aussi pour participation dans les salons 3, comme elle avait cité. Il y a aussi certaines aides par matériel que le ministère accorde
Et ça aussi, c'est quand les dames sont structurées, qui sont en groupe. On a